Bonjour et bienvenue pour cette 4e émission déjà du 11e Salon du Livre et de la BD de Sadirac, émission sur Aki Télé, Les mots se livrent. Alors cette année, vous le savez, on l'a dit et redit, il a fallu trouver des idées, changer, modifier. Et l'innovation, ce sont ces rencontres et découvertes littéraires dont vous avez l'habitude en général en vrai, en réel, qui là se font en ligne et donc depuis chez vous, pour la peine, avec des auteurs, des éditeurs, des libraires qui vous ont présenté leur actualité en vidéo. Et donc aujourd'hui, là, à cette heure-ci, une dernière émission, la 4e et dernière émission, avec des invités féminines cette fois-ci. On va en faire le tour tout à l'heure. On va encore parler lecture, écriture, de sujets qui évidemment vous intéressent si vous êtes là aujourd'hui. Et vous serez confortablement installés chez vous, voilà comme nous on l'est finalement, un fauteuil, un petit café, thé, jus de fruits, pâtisserie. C'est l'heure du thé, en même temps ça tombe bien. Et on part directement pour cette aventure 2.0. Et tout de suite, on va démarrer en fait avec la présentation de mes invités. On aura aussi des vidéos, vous verrez, comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans les émissions précédentes, puisque certaines personnalités n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc on a des vidéos à vous présenter, mais on a des personnalités présentes. Et là, on a vraiment un plateau très très féminin, vous allez voir ça, avec notamment juste à côté de moi, Valérie Delator, qui est auteure jeunesse, qui vit à Bordeaux, qui est fille d'instituteur, qui a elle-même été institutrice, d'ailleurs prof des écoles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'appellation qui convient. Et puis en 2011, il y a eu un tournant, il y a eu une première parution, après des envois éditeurs, et chez Amatera, c'est Petite Boule Rouge qui est paru. Et puis en 2017, elle a arrêté le professorat pour se consacrer totalement à l'écriture, et c'est pour ça que nous l'avons avec nous aujourd'hui et qu'on va être ravis de parler de tout cela avec elle, évidemment. Juste à côté de Valérie Delator, nous avons Nadia Léonard, qui elle, et en même temps, voilà, tout ça, vous allez le voir, est très lié, est illustratrice jeunesse. Donc, alors là aussi, métier d'origine qui n'a absolument rien à voir, parce qu'elle a été juriste. Voilà, il y a des vocations contrariées parfois comme ça. Elle a repris ses études d'art graphique à 40 ans. À 40 ans, je voyais encore beaucoup plus jeune que ça, même, vous voyez, comme quoi. Elle a été diplômée en 2019 et le dessin a toujours été présent de toute façon dans sa vie, mais elle a fait le choix à un moment donné, voilà, de l'emploi stable, la stabilité de l'emploi, évidemment, le droit. Et puis finalement, voilà, elle s'est destinée littéralement à l'écriture en 2019, après son diplôme, et surtout avec une rencontre et un stage qui s'est fait chez Damoclem avec Danica Urbani, qui est à ma droite, ça tombe bien, parce qu'on va parler d'elle aussi tout à l'heure. Le feeling est passé, et finalement, tout s'est très bien passé, justement, pour Nadia Léonard, et on parlera un petit peu de tout ça et de son parcours, évidemment, dans quelques instants. Alors, j'ai évoqué, il y a 2 petites secondes, Damoclem avec Danica Urbani. Donc, elle est éditrice et auteure littérature jeunesse. Donc, elle cumule les deux. Ça, c'est bien. Alors, sachez, vous l'entendrez tout à l'heure, à un très, très, très léger petit accent, qu'elle est d'origine serbe, avec une double nationalité. Elle a fait une école internationale en France. Et justement, de cette nationalité, elle aime les rencontres diverses, multi-origines. Elle a eu un doctorat de littérature comparée. Elle a travaillé dans la com, à l'UNESCO, dans des startups aux USA, donc elle a pas mal bougé. Et puis, il y a eu l'envie de travailler pour les enfants, leur apprendre notamment la maîtrise des nouvelles technologies. Et puis, de fil en aiguille, ou de crayon en papier, on ne sait pas, elle a créé sa maison d'édition Damoclem. Et c'est de tout cela, là aussi, que nous allons parler dans quelques instants avec Danica. Donc, un plateau féminin, quelques vidéos aussi, et notamment la première qui va arriver maintenant. Donc là, c'est la BD Migali, que nous allons voir en images avec Fabien Octo-Lambert et Alexandre Arlen. Donc c'est parti, on lance immédiatement la vidéo et on la regarde avec plaisir. Et voici Migali. C'est une BD très drôle, super fun, avec plein d'épées et de... rebondissements, des bagarres de princesses, quelques paires de fesses par-ci par-là. C'est presque un manuel pour faire des bêtises si on avait des pouvoirs d'araignée. Mais on n'en a pas, c'est dommage. Et Migali, c'est un roman graphique très inspiré avec de la politique, de la trahison. Elle parle de princesse et de prince.
au sens grec du terme, et qui découvrent leur nouvel univers. C'est telle une allégorie de l'histoire. D'abord, il y a Mégali. Elle est super forte avec ses pouvoirs d'araignée, elle voltige partout, et souvent c'est la catastrophe autour d'elle. Mégali, de toute évidence, c'est une représentation de la jeunesse délurée de notre époque. Bienveillante, survitaminée, elle transporte la bonne humeur partout où elle passe. Et voilà, je l'aime bien, elle est marrante. Ouais, c'est vrai qu'elle est marrante. Et il y a aussi Gredin. Il est un peu bête, et comme c'est un prince grenouille, il attend qu'une chose, c'est qu'on l'embrasse. Mais qui irait embrasser Gredin? Il est tellement moche. Et moi, je me retrouve beaucoup dans le personnage de Gredin. Après, ce prince, il est si fier et il est obstiné, prêt à tous les sacrifices pour assouvir ses desseins. C'est bien le personnage le plus noble de l'histoire, voire le plus intelligent. Il est tellement stupide. Enfin voilà, c'est Mégali et c'est avec Fabien Octolambert au dessin et qui est un ami de longue date. On est probablement devenus comme des frères en écrivant cette BD. Alexandre Dardenne, je le déteste. Mais bon, on peut lui accorder une certaine créativité dans ses scénarios, même si, bon là, cette paire de fesses, on aurait pu s'en passer. Allez, on se retrouve sur le plateau, mais finalement, on va repasser tout de suite une petite vidéo. On en a pas mal cet après-midi. Avec cette fois-ci, une vidéo qui va vous présenter 3 auteurs, en fait, Emel, Bast et Mathieu. C'est parti pour le magnéto. Eh bien, nous revoici sur le plateau avec cette fois-ci nos invités en direct, qui sont des invités féminines. Donc, on clôt bien la journée, je trouve. Voilà, on va être dans un univers, vous allez voir, très jeune d'ailleurs, parce qu'on va avoir des auteurs jeunesse, illustratrices, éditrices également. Et je vais démarrer tout de suite par Valérie Delator. Bonjour Valérie. Bonjour, Angélique. Bon, ça va bien? Ça va très bien. Contente d'être ici. Ravie. Dans cette version 2.0 du Salon du Livre. Ah bah oui, inédite. Et finalement, c'est pas si mal. On est pas mal comme ça entre nous. Et puis ça permet d'avoir quand même le lien avec les gens. Donc c'était une bonne formule. Alors j'ai commencé en vous disant... Alors au départ, j'avais écrit, moi, sur ma petite fiche, auteur de livres pour enfants. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plutôt on a plutôt une appellation générique qui est auteur jeunesse. Bon, ça change quelque chose ou c'est juste une appellation à la mode? Non, dans l'absolu, ça change rien. C'est juste le nom du métier. Ça change rien. Mais effectivement, on parle d'auteur jeunesse, d'illustrateur jeunesse, d'éditeur jeunesse, mais ça revient à la même chose. On est tous autour de l'univers du livre pour enfants. Oui, c'est ça, voilà. Alors vous, justement, j'avais commencé à le dire tout à l'heure sur votre cursus. Vous vivez à Bordeaux, c'est-à-dire vous êtes né à Bordeaux ou... Non, moi je suis née dans les Pyrénées-Atlantiques, mais je suis arrivée à Bordeaux pour mes études et j'y suis restée. Donc je suis bordelaise d'adoption, oui, depuis très longtemps. C'est ça. Et donc, vous êtes fille d'instituteur. Oui, pour l'anecdote. Voilà. Depuis vos 6 ans même, vous rêvez d'être écrivain. Oui, depuis que je sais écrire, en fait. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, ça s'est pas fait directement, voilà. Au départ, vous avez fait des études de biologie moléculaire. Carrément. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai suivi un parcours scolaire relativement classique. J'étais une petite fille studieuse qui fonctionnait bien à l'école. Et tous les ans, je passais en classe supérieure. J'avais des bonnes notes dans toutes les matières. C'était la grande époque où c'était la voie royale des sciences et des mathématiques. J'étais plus passionnée par les sciences que par les maths. J'ai fait des études de sciences et je me suis retrouvée avec mon DEVA de biologie moléculaire sur le marché du travail. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose parce que je travaillais dans le domaine des OGM, des organismes génétiquement modifiés, et c'était les tout débuts. On en parle beaucoup maintenant,
Mais à l'époque, on en parlait très très peu. Et donc, il a fallu que je cherche d'autres pistes. Et la piste la plus évidente, elle était sous mes yeux. C'était l'éducation nationale. Et mes parents qui n'arrêtaient pas de me dire « Mais tu devrais passer le concours d'instit ». Et je l'ai passé. Et je l'ai eu. Et je suis rentrée dans ce métier que finalement, je connaissais de l'intérieur, puisque moi, j'ai grandi dans un milieu éducation nationale. Mais que vous n'auriez pas forcément imaginé faire. Auquel je n'aurais pas pensé directement. Tout à fait. En même temps, le lien avec les enfants était déjà là. Exactement. Est-ce que l'écriture donc était déjà présente, je le disais, depuis que vous étiez enfant? Donc ça veut dire que toujours vous écriviez. Alors c'était quoi, journal intime, des choses comme ça, des petites histoires? Justement, tout sauf le journal intime. J'ai tout fait. Très petite, j'écrivais des histoires de petites filles. À l'adolescence, j'ai écrit beaucoup de poésie, de romans très noirs, de théâtre, beaucoup de choses un peu expérimentales. Et en fait, je ne trouvais pas mon genre, je ne trouvais pas mon style. Et ce n'est qu'une fois devenue enseignante que j'ai eu le déclic de me dire, mais voilà, c'est de la littérature de jeunesse que je dois écrire, puisque le public que je connais le mieux, ce sont les enfants. Et voilà comment je me suis consacrée et focalisée sur la littérature de jeunesse à partir de ce jour-là. Et donc, en 2011, donc ça a mis un petit peu de temps, de réflexion aussi peut-être. Qu'est-ce qui vous a amené à cette première parution? Enfin, en tout cas, l'idée déjà de faire un manuscrit en vous disant, bon, cette fois, je vais l'envoyer, je tente ma chance. Mon entourage familial qui m'a dit, bon, tu écris pour toi, mais peut-être que tu pourrais envoyer aux éditeurs. Et donc là, j'ai envoyé, et comble de grande chance, premier envoi, premier oui d'une maison d'édition. Donc ça, c'est le truc extraordinaire qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais bon, après, le chemin était long, mais pour la première parution, j'ai eu cette joie extraordinaire d'avoir un premier oui tout de suite. On cite la maison? Alors, c'est la maison d'édition Amatera, avec laquelle je ne travaille plus actuellement, mais peu importe, hein, c'est parce que les contrats ont aussi des durées de vie, parfois avec les éditeurs limités. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Ne serait-ce que parce que c'était ma première expérience aussi. J'imagine bien. Vous l'avez, ce premier livre, ramené aujourd'hui? Non, je l'ai pas à l'apporter. On ne le trouve plus dans le commerce. Ouais. Ah bah oui, il a eu un beau succès d'ailleurs. Il a eu un très très beau succès, oui. Oui. Bon, ça c'est super. Donc 2011, vous avez alors c'était Petite Boule Rouge. C'était Petite Boule Rouge. Ouais. Vous avez continué à écrire évidemment. Oui. Et puis en 2017, vous dites bon là, j'arrête le professorat, je peux pas tout faire. C'est ça? C'était l'idée de pas pouvoir tout faire? Oui, en fait, donc j'étais professeur des écoles à temps plein. J'avais beaucoup travaillé avec ma classe et en même temps j'avais cette passion qui se concrétisait et qui prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et les deux commençaient à devenir difficilement conciliables. Et je sentais bien autour de moi que j'avais fait le tour de quelque chose en matière d'enseignement et que je voulais passer à autre chose. Et écrire de la littérature jeunesse, c'est une forme de transmission aussi. Donc j'ai choisi cette voie-là et donc je n'enseigne plus depuis quelques années. Bon, donc maintenant c'est l'écriture exclusivement. Voilà, exclusivement. Alors vous avez si on parle un petit peu de votre le processus de création, de votre écriture, j'ai lu un petit peu. Donc vous qualifiez plutôt d'écriture intuitive. Vous adaptez aux enfants, aux âges aussi finalement, parce que c'est vrai qu'on n'écrit pas pareil, j'imagine, pour un enfant de 3 ans que pour un ado de 14. Exactement. Alors moi, j'ai l'écriture intuitive dans plusieurs sens du terme. D'abord parce que je suis mon intuition au sens où j'ai une idée qui me vient, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, j'ai des idées qui me viennent et je sens qu'il faut suivre cette idée. Donc je m'attelle un beau matin à cette idée-là jusqu'à ce qu'un texte en naisse de là. Intuitive aussi parce que je fais partie des gens qui ne construisent pas de plan, jamais. Jamais, j'ai essayé, mais jamais je ne construis de plan pour un texte, donc je ne sais pas où je vais au départ. Enfin, j'ai quelques grandes lignes, mais je me laisse porter par mes personnages. Par exemple, je vais me lever un matin en me disant, tiens, je vais écrire une histoire de girafe. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec cette girafe, mais je sais que je vais écrire une histoire de girafe. Et donc après, effectivement, je cherche dans quoi je vais l'insérer, qu'est-ce qui va lui arriver, quel problème elle a, cette girafe, comment elle va se sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Enfin, voilà, j'ai souvent une situation initiale et puis après, je me laisse porter par le personnage, par les circonstances, par plein de choses, et par les mots. Et intuitive aussi par rapport au choix de mon public, parce qu'effectivement, au moment où j'écris, j'ai pas forcément décidé d'écrire pour les petits, pour les grands. Enfin, ça me vient, voilà. En fonction de la girafe, on imagine bien que c'est pas forcément pour les gamins de 13 ans. Mais voilà, exactement. Je me laisse porter dans ces 3 sens par le mot de l'intuition. Alors d'ailleurs, on pourrait un petit peu les montrer. Quel est le dernier que vous avez fait paraître là? Alors écoutez, les 3 derniers, j'en ai 3 qui sont sortis presque concomitamment, et le dernier, c'est celui-ci. C'est un petit roman policier qui est le début d'une série. Donc la série s'appelle Le Trio Enquête. C'est un petit peu dans l'esprit Code des 5 pour ceux qui connaissent. Là, c'est le tome 1.
qui s'appelle Mystère, le Club des 5 qui a bercé mes lectures. Voilà, qui a bercé mes lectures d'enfance, évidemment. Le tome 1 s'appelle Mystère chez l'antiquaire. Il vient de sortir il y a quelques mois aux éditions Il était un e-book, qui est une petite maison d'édition qui monte et qui se trouve en Dordogne et qui fait aussi bien des livres papier que des livres numériques. Donc il existe aussi en version e-book numérique. Et en fait, donc là il est sorti il y a quelques mois, je suis en train d'écrire le 2e tome. Et donc nous avons l'intention de faire toute une petite collection, toute une petite série. Et ça s'adresse à un public un peu comme le Club des 5, quoi, on va dire 8-9 ans. Aussi, oui. Ça me parle aussi. Voilà. Donc le dernier sorti, c'est vraiment celui-ci. Et en parallèle, donc je l'ai dit, il était un e-book, la maison d'édition. En parallèle, chez un autre éditeur, les éditions Milatea, qui sont aussi une maison d'édition locale, et alors pour le coup régionaliste, j'ai sorti cet album qui s'appelle Jean de la Rousselle, qui a des illustrations magnifiques qui sont faites par monsieur Benoît Lacou. Et donc en fait, je vois que ma voisine le connaît, oui. Ah ben voilà. Donc cet album-là, il a un format album, mais il s'adresse à des grands, puisqu'à l'origine c'était censé être un roman. Sauf que par rapport au thème, l'éditeur a décidé de le développer sous une forme album pour permettre l'insertion d'illustrations. Alors en effet, vous allez voir, c'est assez dense en texte. Ça raconte en 2 mots l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jean, qui habite rue de la Rousselle et qui vit au tout début des années de construction, après la construction du Grand Théâtre de Bordeaux. Et ce petit garçon est fils, c'est pour ça que je montre cette page, Bordeaux, là, ouais, fils dans laquelle j'ai habité, bizarrement, fils d'un sécheur de poissons. Et ce petit garçon est voué à devenir sécheur de poissons comme son père avant lui, etc. Il ne veut pas. Et il y a quelque chose qui l'attire dans le quartier, c'est le Grand Théâtre, dans lequel sa mère se trouve être costumière. Et donc il va y avoir toute une histoire autour de ce Grand Théâtre. Donc un format album, mais il s'adresse alors raisonnablement, moi je dirais, à des enfants à partir de 10 ans. Après, on peut le montrer à des plus jeunes, mais pour rentrer vraiment dans le cœur de l'histoire, à partir de 10 ans. Et à la fin, il y a une petite partie, si j'arrive à vous la montrer, documentaire, sur ce qui est actuellement le Grand Théâtre de Bordeaux et ce qu'il a été historiquement parlant. Donc, il y a un certain fondement historique, parce que j'ai quand même fait un certain nombre de recherches, mais il y a aussi toute une partie romance. Et ce petit Jean de la Rousselle n'a pas existé en l'espèce. Voilà. Exactement. Justement, est-ce qu'on écrit pareil? Oui, je pense que ça ne doit pas changer grand-chose quand on sait qu'on va être illustré. Alors, quand ce n'est pas un roman comme voilà, une petite histoire. Alors, il y a quelques illustrations dans celui-ci, oui. Mais là, on sait qu'automatiquement, ça va aussi reposer beaucoup sur l'illustration. Ça ne change rien pour vous? Alors, dans le cas présent, ça n'a rien changé parce qu'au moment où je l'ai écrit, il n'était pas censé être illustré. C'était censé être un roman avec, entre guillemets, simplement une illustration de couverture. Il n'était pas prévu qu'il y ait des illustrations insérées à l'intérieur. Donc, vraiment, au moment où j'ai écrit celui-là, non, ça n'a pas compté. Maintenant, c'est un plus incontestable. Et quand, dès le départ, je sais que le livre va être illustré, effectivement, parfois ça m'influence parce que. Des détails, de choses. Alors, selon les cas, soit j'ajoute des choses dans mon texte pour que ce soit volontairement redondant à l'illustration, soit au contraire, j'ellipse des choses pour laisser la place à l'illustrateur d'exprimer. Voilà. Donc pour moi, il y a 2 écoles. Soit l'enfant retrouve cette redondance, il retrouve dans le texte ce qu'il retrouve dans l'image, et il retrouve dans l'image ce qu'il retrouve dans le texte. Soit justement, on fait le choix de faire porter quelque chose, soit par l'image, soit par le texte, mais pas les 2 à la fois. Donc c'est très variable là aussi. Et parlons du 3e alors, Valérie. Oui, alors le 3e est un album pour les plus petits qui s'appelle La petite voleuse du moulin. Donc il est également aux éditions Il était un e-book. Là, on s'adresse à des enfants qui ont, on va dire, raisonnablement entre 5 et 7 ans parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Mais on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus naïf. Donc c'est évidemment une histoire qui se passe dans un moulin. On suit une petite souris qui s'appelle Finette et un chat qui est le chat du meunier qui ne veut pas faire son travail de chat, c'est-à-dire chasser les souris. Je ne vous en dis pas plus parce que ça serait déflorer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Les illustrations sont de Marion Guillon-Rioux. Et en fait, ce livre, il a juste une particularité, c'est qu'il a été créé suite à une rencontre dans un salon du livre, justement, alors qui n'était pas celui de Sadirac, mais peu importe. Et c'est une dame qui s'est approchée de nous, l'illustratrice et moi, on était voisines de stand, et qui nous a dit « Est-ce que vous ne pourriez pas écrire un livre sur les moulins ?» Ce à quoi nous avons répondu « Écoutez, on n'écrit pas un livre pour une personne comme ça. » Mais le germe de l'idée était là, et au bout du compte, ce livre a quand même vu le jour au bout d'un moment. Voilà. Donc maintenant, il existe bel et bien. Cette dame
s'est vue offrir ce livre. Oui, elle le sait et elle présente ce livre dans son moulin. C'est le moulin de Porchère. Elle présente ce livre dans son moulin quand elle fait visiter le moulin à des élèves. Voilà. Donc celui-ci, plus pour les petits, à peu près 5-7 ans, dans un autre registre. Et puis bon, il y en a d'autres qui vont arriver. J'allais vous poser une question justement concernant l'inspiration, mais j'ai envie de la garder pour tout à l'heure quand on fera un petit point ensemble sur les échanges un petit peu plus généraux. Voilà, l'inspiration pour les enfants, finalement, elle vient d'où? Pourquoi mettre une souris, un chat, une girafe ou autre chose? Avez-vous quelque chose à rajouter? Là, pour l'instant, rien de particulier. Je vais laisser la parole à mes collègues, mais je vous remercie d'avoir... Pas encore. Mais merci à vous pour ce petit moment. Juste avant de passer effectivement à Nadia, on va repasser une petite vidéo, puisque nous avons encore, alors que je ne me trompe pas de vidéo cette fois-ci, c'est la vidéo numéro 2 d'ailleurs pour Emel, et cette fois-ci c'est pour la BD Pulboy. Voilà, que nous allons voir à l'image à l'instant. C'est parti. Et nous revenons maintenant par la magie de l'image sur le plateau. Et cette fois-ci, je vais me tourner vers Nadia, qui est ici. Nadia Léonard. Bonjour Nadia, vous allez bien? Très bien, merci. Nadia est tout sourire. Bon, elle attendait son tour patiemment. Nadia, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est illustratrice. Donc c'est bien parce que là, on a vraiment un plateau qui est très complémentaire. Hein, vous verrez tout à l'heure avec aussi Danica qui est présente. Donc illustratrice jeunesse. Alors vous aussi, un parcours qui au départ n'a rien à voir. Il y a vraiment au départ, je pense, beaucoup de vocations contrariées. Alors pour X raisons, familiales, on ne sait pas, puisque vous étiez au départ juriste, c'est ça? Oui, c'est ça, mais très jeune, au moment où il a fallu que je choisisse mes études secondaires après le bac, j'hésitais déjà entre faire les beaux-arts ou faire une fac de droit. Et puis bon, c'est vrai que j'ai choisi la voie de la sécurité. C'est ce que j'allais dire, la sécurité. Dans un premier temps. Et c'est vrai qu'arrivé à un âge un peu plus mature, bon, j'ai toujours continué à peindre. C'était vraiment ce que j'aimais à l'époque. Et après, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est illustrer des livres pour enfants. Et c'est très drôle parce que ma mère était illustratrice. Elle était prof d'illustration, plus exactement. Mais dans ma tête d'enfant, j'avais jamais vraiment réfléchi à ce qu'était l'illustration. Et voilà, ça n'avait pas germé en moi plus spécifiquement. Et c'est vers l'âge de 40 ans que je me suis dit, oui, je voudrais vraiment faire ça. Donc, j'ai essayé dans un premier temps de bidouiller toute seule. Et puis, j'ai vite vu que j'avais en concurrence des wagons de jeunes étudiants sortis des écoles qui maîtrisaient le numérique et plein de choses, et le reste aussi. Et voilà, j'ai compris qu'il fallait que je fasse une école. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'être acceptée en première année à l'ESMI, qui est aujourd'hui devenue l'école Brassard à Bordeaux. Et j'ai entamé un cursus de 3 ans en art graphique.
Et j'en suis sortie diplômée avec une spécialisation en illustration jeunesse, puisque mon projet de fin d'études était un album jeunesse. Alors, pour revenir à ça, justement, à l'école, finalement, à l'apprentissage, bon, je pense que vous aviez peut-être quand même, on a un don pour le dessin. Enfin, moi, je pourrais toujours faire une école, je pense que j'en sortirais. Non, franchement, je ne crois pas. Alors, effectivement, il y a peut-être des gens qui ont plus de facilité. Je parlerais plutôt de facilité. J'avais des bases en dessin, mais qui n'étaient pas vraiment bonnes. Mon fort, c'était plutôt toujours quand même la couleur et... Oui, la couleur et la peinture. Et je sais pas, quelque chose de personnel dès le départ. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, mais voilà. Et puis une grande envie surtout. Donc, effectivement, on m'a donné les bases techniques que je n'avais que partiellement. Et puis, j'ai appris vraiment tout cet aspect de maîtrise du numérique. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de n'avoir aucune maîtrise du numérique parce que les éditeurs souvent vous demandent d'aller au-delà de la production d'illustrations. Il faut savoir mettre en page sur Photoshop, calibrer un ensemble de choses pour que ce soit quasiment prêt à imprimer. Et ça, c'est mieux de savoir le faire. Et donc on se retrouve à l'école avec des jeunes. Ah oui, alors là, ça a été effectivement un choc, mais très positif. Ah oui, super bien. Oui, vraiment. Ils avaient 18 ans, mes petits camarades, quasiment l'âge de ma fille aînée, mais c'était vivifiant et ils m'ont très bien accepté très vite, ils m'ont mise à leur niveau, ils m'ont pas traité comme quelqu'un de différent et j'ai été vite assimilée et ça m'a donné un bon coup de jeune et un bon coup de peps parce que franchement il a fallu, c'était dur, c'était vraiment dur de se remettre à mon âge, à l'âge que j'avais, 43 ans. Et eux, ils ont véritablement une facilité avec tout ce qui est numérique. Après, moi, dès que je revenais à un papier, un crayon et surtout à des pinceaux, ça allait quand même mieux, mais j'ai quand même perdu mes repères et c'était l'idée de tout reprendre à zéro dans quasiment tous les domaines. Donc c'était très bien, quoi. Et c'était une merveilleuse aventure avec des moments difficiles et des moments de grande joie, voilà. Et bon, j'ai été ravie d'avoir fait ça. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire déjà, donc c'était bien. Et puis voilà. Et à la fin de mes études, il a fallu faire un stage de fin d'études et j'ai eu la chance d'être acceptée par Danica dans sa maison d'édition. Et tout de suite, on a bien travaillé toutes les deux et ça a donné naissance à un premier ouvrage. On peut la citer tout de suite, on y reviendra, à sa maison d'édition. D'Adoclem, voilà, à Bordeaux. Et effectivement, on a travaillé sur un premier ouvrage sous la forme d'un kamishibai. Alors c'est là que on le mettra après, mais c'est là qu'on va expliquer peut-être ce qu'est le kamishibai. Alors, le kamishibai, c'est différent d'un livre. On peut le montrer tout de suite. On peut peut-être montrer l'objet parce que ce sera plus... Ça sera illustré. Voilà, ce sera plus facile que de l'expliquer, de le montrer parce qu'on comprend très vite. En fait, c'est un petit théâtre japonais, puisque ça vient du Japon. L'idée, c'est de faire défiler des images avec une histoire. Donc, sur la face avant, nous avons l'illustration. Et sur la face arrière, nous avons le texte. Alors bien sûr, le texte n'est pas sur la page, n'est pas sur le dos de la page que l'on voit. Et elle est sur le texte est à l'arrière des pages qui sont à l'arrière. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir finalement raconter une histoire à un public de plusieurs enfants, sans avoir, je peux prendre ton livre, sans avoir tout le temps à lire le livre, montrer les images aux enfants, reprendre le livre, montrer les images aux enfants. Là, ils sont perpétuellement en train de regarder les illustrations. Et l'objet est joli. Voilà, l'objet est joli. Il est en bois en plus. Bon, ça a quelque chose
vraiment de séduisant. Et on peut raconter cette histoire sans discontinuer, en montrant les illustrations. Et les images sont souvent plus grosses que sur un livre. Donc, si le public et les enfants sont assis un petit peu plus loin, c'est vraiment un outil parfait. Donc, on retrouve beaucoup dans tout ce qui est ludothèque, médiathèque, les écoles, voilà, tout. Ouais, c'est plus un spectacle livre. C'est ça, c'est un petit théâtre. Voilà. En même temps, ça va très bien avec l'esprit japonais. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc, c'était un format intéressant. Voilà, donc on a travaillé sur le thème du renard et de la cigogne de Jean de La Fontaine. Donc, Danica a revu le texte pour l'adapter à des enfants des jeunes enfants autour de 3-4 ans, parce que c'est un travail sur les émotions. Donc pour un public jeune, pour leur apprendre à mieux comprendre les émotions à travers les expressions du visage, donc les yeux, la bouche, le feu aux joues quand on est en colère, les oreilles, enfin tout là, parce que en l'occurrence, ce sont des animaux dans cette fable, mais à la fin, on a un petit atelier avec là des visages humains et les enfants sont censés avoir chacun une feuille pour faire ce petit atelier avec un visage neutre et ils découpent les expressions des yeux, de la bouche, des joues et ils viennent le mettre sur le petit visage. Voilà. Et ils ont en haut des petits modèles de quand on est en colère, de quand on est heureux, de quand on est triste. Voilà. Et à travers toute l'histoire de cette fable de La Fontaine, ils peuvent décrypter au gré de ce qui arrive aux personnages, les moments de tristesse, les moments de joie, les moments de déception, tout ça. Donc, c'est un travail alternatif avec l'enfant. On lui raconte l'histoire et on peut l'interroger sur les émotions en faisant des focus sur des gros plans de visage. Et là, en l'occurrence, du renard. Ouais, c'est une belle idée. Donc, j'imagine que le prochain, ce sera autre chose. Alors, le prochain... juste pour revenir un petit peu à votre style, j'ai lu effectivement que pour vous, il n'y a pas de style unique. En tout cas, vous ne vous qualifiez pas comme ça. Vous êtes plutôt dans l'adaptabilité par rapport aux enfants, à l'âge, à plein de choses, l'inspiration. En fait, oui, j'ai beaucoup de mal avec cette tendance actuelle, et pourtant qui s'explique. Je ne la critique pas, mais elle ne me convient pas trop. C'est cette tendance qui fait que pour être reconnu et en tant qu'illustrateur, au vu de la multitude d'illustrateurs qui existent, il faut pouvoir avoir une image, enfin un style qui soit facilement identifiable, estampillable, reconnaissable. Donc très standardisé finalement. Donc finalement qui au bout d'un moment se standardise un peu et dont on peut au bout d'un moment, je n'en suis pas là parce que c'est vrai que je pourrais quand même aller plus loin pour aboutir à un style vraiment rodé parce que il faut quand même vraiment du temps pour développer un style. Il faut pouvoir travailler toutes sortes de personnages avec ce style, donc inventer un vocabulaire en fait graphique. Et puis après, pareil pour les paysages, la ville, la nature, il faut pouvoir traduire un arbre, des feuilles, tout quoi. Donc c'est vraiment un dictionnaire qu'on crée au fur et à mesure du temps. Et là, il y a encore de la créativité et il y a de l'intérêt. Mais c'est vrai qu'au bout du temps, on peut un peu tourner en rond. L'avantage, c'est qu'on viendra vous chercher ou on vous identifiera pour ce style et on vous demandera d'appliquer ce style pour un texte. Mais l'inconvénient, ce qui me concerne, c'est que je risque de m'ennuyer. Et ça, c'est pas possible. C'est pas le but. Ça enlèverait de la fraîcheur, voilà. La spontanéité. Voilà. Et quel est alors, est-ce qu'il y a déjà un prochain projet sur la table? Avec Danica, on a travaillé sur un roman graphique qui sortira que l'année prochaine, donc je peux pas tout dire dessus. Mais effectivement, qui sera pour les enfants de 7 ans et sur un thème qui est peu abordé. Je sais pas si on parle du thème ou pas du tout. D'accord. Non, ne parlons de rien. Donc on n'en parle pas.
Mais voilà, j'en serais ravie parce que j'ai écrit le texte également et fait les illustrations et il me tient beaucoup à cœur aussi, celui-là. Bon, il nous tarde l'année prochaine de se retrouver pour ça. En tout cas, merci beaucoup Nadia. En tout cas, pour l'instant, c'est pas fini. Hein. On va continuer ensuite à discuter ensemble. J'ai Nadia à voir. Et puis après, on tâchera d'aborder des sujets peut-être un petit peu plus généraux. Oui. Justement, c'est intéressant aussi de parler des sujets tabous, pas tabous pour les enfants, tout ce qu'on peut dire par le biais de l'image, par le biais du texte, qui peut aider aussi les parents, peut-être parfois à faire passer certains messages. Merci Nadia. Et on va enchaîner tout de suite sur une nouvelle vidéo parmi toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, mais qui sont présentes par le biais de l'image. Nous avons là, pour cette vidéo, La Ruche en péril, Emel, Evie et Livio Fania. C'est parti pour l'image. Eh bien, nous voici de retour sur le plateau pour accueillir cette fois-ci ma dernière invitée et en même temps qui est en lien avec les trois autres, donc c'est très bien. Il s'agit de Danica Urbani. Bonjour Danica. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pour ce salon numérique, version 2.0, c'est pas mal? Oui, ce n'est pas pareil, d'autant plus que j'ai l'habitude de venir à Sadirac. Et c'est vrai que c'est très agréable, mais le public nous manque. Voilà. On est bien d'accord. Les enfants, oui. Je pense que ça va être l'occasion d'un petit échange sur ce sujet tout à l'heure. Donc, je le disais en préambule, quand je vous ai présenté il y a quelques instants, vous êtes éditrice et auteure littérature jeunesse. Oui. Pas d'erreur? Non. Bon. Alors, avec en même temps un parcours, vous aussi, qui peut être assez étonnant. Alors déjà, peu importe, vous êtes d'origine serbe, vous avez la double nationalité, je crois. Vous avez fait une école internationale en France. Oui, à Paris. D'où votre goût, j'imagine, pour les rencontres, tout ce qui est origines diverses, voilà, la diversité et les multi-origines. Et vous avez eu un doctorat en littérature comparée. C'est ça. Donc ici, en France. Oui. Et là, entre autres, vous avez travaillé dans la com à l'UNESCO. Oui. C'est ça. Dans des startups aux USA, donc vous avez été un pigeon voyageur aussi. Oui, ce n'était pas aux États-Unis, c'était en France, mais j'ai travaillé effectivement dans les startups. Fausse info. Oui. Je vous faisais voyager. Oui, au moment où Internet commençait à prendre de l'ampleur. Donc j'ai vraiment vécu cette première utopie, voilà, qui était vraiment extraordinaire. Qui s'est terminée avec l'arrivée de l'e-commerce, comme on disait, voilà, qui a commencé à niveler un petit peu les envies des internautes, mais cette première vague faite par des utopistes, justement, était absolument enrichissante et formidable. Mais comme tout ce qui démarre en général, oui. C'est parfois qu'il y a peut-être des petites dérives, des choses un petit peu moins rigolotes. Peut-être de là votre envie, justement, déjà votre goût pour les nouvelles technologies. Oui. J'ai fait un voyage aux États-Unis. Il y avait bien les États-Unis. Oui. J'ai toute une partie de ma famille qui est américaine, donc j'ai des liens avec ce pays. Mais en fait, c'était pas du tout en rapport avec ma famille. Cette fois-ci, je suis allée voir un ami aux États-Unis et en fait, il était enseignant
et il travaillait sur Internet. Et c'était en 1994. Et il travaillait sur Internet, il travaillait avec des enseignants, parce qu'il était enseignant lui-même, et il avait des créneaux horaires, ce qui fait que, par exemple, il faisait une séance de travail avec des enseignants de 9 à 10 le matin, et puis il avait une deuxième séance en début d'après-midi. Entre les deux, il faisait un jogging, ou alors il partait au musée voir une exposition, et je trouvais ça absolument formidable. Et je me suis dit, mais c'est comme ça que je voudrais travailler. C'est la vie de rêve, c'est ça. Et on commençait à peine à parler d'Internet en France. On parlait plutôt des CD-ROM. J'étais très active là-dedans aussi. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je m'alphabétise, parce que je voulais en fait avoir la possibilité de m'exprimer toute seule sans avoir à passer par quelqu'un d'autre. Donc j'ai appris à coder. J'ai appris tout ça et j'étais vraiment dans cette euphorie absolument folle. Et c'était génial. On pouvait tout imaginer à l'époque. Voilà. Et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver justement à ça, à l'édition, la littérature jeunesse, le lien entre tout ça? Alors, je suis une littéraire de formation, donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Les livres, depuis ma naissance, c'était quelque chose qui me happait tout le temps. Et en fait, comme je suis passée par cette phase nouvelle technologie qui commençait à se déployer, j'ai vu tout de suite les possibilités pour l'éducation, par exemple, tout ce qu'on pouvait faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais déjà adulte et les gens de ma génération avaient du mal à adhérer à ces nouvelles pratiques. Et je me suis dit, en fait, j'avais envie de créer une maison d'édition pour travailler, pour créer quelque chose. C'était un moment où j'avais des choix à faire dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, je vais travailler pour les enfants. Naturellement, je serais plutôt allée vers des études supérieures, voilà, puisque j'ai enseigné à l'université aussi. Mais finalement, je me suis dit non, cette ouverture que nous apportent les nouvelles technologies, elles vont surtout impacter les nouvelles générations et je voudrais être avec eux. Voilà. Et créer des livres pour eux parce ils vont vivre dans un monde différent. Dans un premier temps, aujourd'hui, on parle plus de recentrage sur le local, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais au début, je me suis dit, franchement, ce sont des enfants qui vont devoir réfléchir de façon globale. Le monde va leur appartenir, donc on va pas forcément vivre au sein des frontières, mais souvent en dehors. D'ailleurs, avec Erasmus, c'est ce que les nouvelles générations expérimentent. Et je me suis dit que j'allais les accompagner, en fait, en leur fournissant des outils un peu plus rigolos, notamment dans les langues. Parce que c'était ma première idée quand j'ai créé la maison d'édition, c'est de travailler les langues et de créer une collection sur les langues étrangères qui sont apprises un petit peu en France avec un peu de douleur. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça qu'on n'est pas très bon. Oui, mais c'est normal. C'est un pays qui est plutôt monolingue. Ce qui est assez rare dans le monde. Dans la plupart des pays coexistent, enfin les langues coexistent avec d'autres langues dans c'est quand même pays. Étrange. Nos voisins tout proches, les Allemands parlent l'anglais comme c'était leur première langue. Oui, les Anglais bien sûr qui parlent aussi, mais plusieurs langues. Mais pourquoi nous c'est si compliqué? Je ne sais pas pourquoi c'est. Il n'y a pas que en France, mais bon, je pense parce qu'on essaye d'appliquer. Non, pas du tout. Il n'y a pas de complexe. Les enfants ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, ça c'est certain. On pourrait nous être complexés par rapport à la langue, avoir peur de ne pas oser, par peur de dire des bêtises. Peut-être ne pas oser, ça c'est peut-être une chose. Et en fait, comment dire, je pense que c'est quelque chose qui, on essaye de montrer aux enfants, d'appliquer aux enfants la méthode pour les adultes. Parce qu'un enfant peut apprendre les langues de façon ludique et de façon spontanée. Jusqu'à un certain âge, pratiquement, il peut apprendre plusieurs langues comme une langue maternelle. Et en fait, alors, c'est de moins en moins vrai, hein, il faut le dire. Mais jusqu'à il y a peut-être encore 10 ans, on essayait de traiter les langues étrangères dans les classes comme
on traitait les langues étrangères avec les adultes. Donc l'adulte qui est déjà fermé à une autre langue étrangère, alors que pour les enfants, c'est tellement plus facile. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits aussi sur les enfants qui, lors des découvertes de l'Amérique ou d'autres régions du monde, ont été utilisés justement parce qu'ils apprenaient très vite les langues et ils étaient utilisés comme des traducteurs. Donc voilà, c'est quelque chose, ils ont un potentiel qu'on n'exploite peut-être pas forcément beaucoup. Bon, oui. Voilà. Oui, Et donc j'ai voulu vite, très tôt, très jeune. Très tôt, voilà, c'est ça. Apprendre. Et donc on habitue l'oreille et puis surtout, j'ai voulu créer des livres qui les amusent, qui les ouvrent à d'autres cultures pour qu'il n'ait pas de préjugés sur d'autres personnes, puisque nous avons énormément de points communs quand même, nous les humains, quelle que soit la culture derrière. Et j'ai voulu qu'ils s'amusent. Voilà. Donc j'ai créé un petit groupe d'enfants de 7 à 12 ans à peu près, d'une dizaine d'enfants. Et j'ai fait des tests avant de créer la collection. J'ai fait des tests en leur lançant les premières planches des crayonnés. Donc il n'y avait pas vraiment, le livre n'était pas encore avancé. Et j'ai voulu tester le principe que j'avais inventé. J'ai voulu mettre 2 langues dans la même bulle. J'ai voulu donc travailler avec les bandes dessinées pour qu'il y ait l'image, pour que ça soit plus rigolo pour les enfants. Et qu'il y ait aussi, qu'on fasse appel à la langue parler, une langue correcte, hein, pas relâchée, mais une langue, le dialogue. Parce que je voulais que les enfants se rendent compte que la langue, c'est fait pour échanger, pour communiquer. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est ainsi. Justement, comme vous avez pas mal de bouquins là sur la table, est-ce qu'on peut ou montrer déjà l'un des derniers ou le dernier? Oui. Enfin, il y a pas mal de choses, donc. Oui. Alors, il y en a un. Ça, c'est la collection la plus répandue parce que on a plus de 22 titres là-dedans. Alors, ça, c'est en japonais. Hein, voilà. C'est moins facile. Oui. Mais voilà, c'est pour montrer un petit peu le principe de bulle. Donc, celui-ci, on l'a vraiment traité comme un manga parce que voilà, on l'a vraiment imprimé à la japonaise, oui, voilà. Oui. Donc voilà, il y a les 2 langues. Alors ici, effectivement, il y a la difficulté de l'écriture, qui n'est pas la nôtre. On a un titre en chinois qu'on a traité avec des idéogrammes, plus le pinyin, qui est en fait le chinois avec des caractères latins, donc c'est la prononciation phonétique, plus le français. Donc voilà, on a essayé de nous approcher en fait des petits lecteurs d'ici. Et pour encore plus d'aisance, on a, c'est sur la 4e de couverture, on enregistre les livres par des natifs. Donc ce sont des fichiers audio qui sont gratuits sur notre site et que les enfants peuvent écouter. Et dans certaines langues, on a même plusieurs accents. Ah oui, carrément, c'est pointu, c'est précis. Oui, c'est pointu, voilà. Donc, mais on a voulu justement travailler l'autonomie des enfants pour qu'ils puissent vraiment prendre du plaisir à aller vers une autre langue et vers une autre culture, lire une belle histoire, espiègle, voilà, qui leur apprend des choses. Parce que quand on met un adulte à côté d'un enfant, il va lui dire « Ah, mais ça, c'est super pour ton anglais ou pour ton espagnol ou l'allemand, peu importe. » Et l'enfant va se fermer. Mais oui. Voilà. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là qu'on a travaillé. Et là, il y en a un que j'ai écrit moi. C'est une nouvelle collection qui est en fait une collection pour les plus petits, parce que cette collection-là est plutôt utilisée par des collégiens. Et là, on a une collection qui est pour les plus petits. Par exemple, voilà. Oui, toujours en bilingue. Toujours en bilingue, toujours avec des bulles. Donc, toujours la discussion, la conversation, l'échange. Voilà. Sauf que, comme c'est fait pour les plus petits, c'est un peu plus aéré et c'est fait sous forme d'album. Voilà. Et ce sont des albums-jeux où on peut avoir, par exemple, ici, on a une corbeille de fruits avec des noms dans les 2 langues de chaque fruit. Et ici, on a quelques bulles et l'enfant doit deviner de quel fruit il s'agit. Il peut l'écrire ou le dire. Voilà. Et la même chose, cette collection-là, où nous avons pour l'instant 3 titres. Donc celui-ci, j'ai initié la collection parce que j'ai voulu montrer la voie de ce que je souhaite faire. Et ensuite, j'ai eu d'autres auteurs, notamment le dernier qui est fait par Camille Piantanida, qui est très connue des enfants à Bordeaux et autour de Bordeaux. Voilà, ce sont donc des livres qui sont enregistrés également et dont les fichiers audio sont gratuits sur notre site. Voilà, donc ça c'est
un premier exemple. Ça représente quand même la moitié de notre catalogue, les livres Oui. bilingues. C'est ça, oui, voilà. Et c'est ce qui fait aussi l'originalité de votre maison d'édition, justement. Alors, pour enchaîner un petit peu sur, puisqu'on est sur la littérature jeunesse, tout ce qui tourne autour des enfants, on pourrait justement évoquer un petit peu ça. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, par le biais d'un livre pour enfants, que ce soit très illustré ou juste un livre, un roman, est-ce que justement on peut traiter de tout? Est-ce que c'est une question de forme, de fond? De forme, oui, vraisemblablement déjà. Est-ce qu'on peut traiter tout sujet? Parce qu'il y a des sujets graves pour les enfants que les parents parfois ne savent pas traiter. Est-ce que par le biais d'un livre, on peut aider un petit peu à ça? Alors, je ne sais pas qui veut parler de ça. Monica, tu commences? Oui, je peux commencer. Pas de sujet tabou, quoi, en fait. Hein. Des sujets tabous, je pense Parler de la qu'il n'y mort, en a parler pas. de la vie. Il n'y en a pas. Tout est dans la manière de le faire. Oui, c'est ça. Et il y a peu d'auteurs qui sachent le faire vraiment avec finesse, avec tact, parce que je reçois énormément de textes sur des sujets très très variés. Ça peut être Alzheimer, ça peut être l'inceste, ça peut être de toutes sortes. Et récemment, j'ai reçu plusieurs livres sur la violence conjugale. Voilà. Oui. Donc, qui sont des sujets d'actualité aussi. Qui sont des sujets d'actualité. Alors, moi, j'ai une double vision, en fait. Je pense qu'on peut traiter de tout, mais je n'insiste pas sur ces sujets-là. J'ai envie de donner, en tout cas dans ma maison d'édition, j'ai envie de donner aux enfants l'envie de grandir. Et pour avoir cette envie, il faut qu'ils aient des perspectives. Oui. Et il ne faut pas les accabler avec des problèmes d'adultes. Ceci dit, on peut avoir des sujets. J'ai une collègue belge qui a publié un superbe livre très poétique, drôle sur l'Alzheimer. Pourquoi pas? C'est très réussi, mais j'en connais pas 50 de très réussis sur ce sujet-là. J'en ai vu un il y a assez longtemps sur l'inceste, qui était très intelligemment tourné par l'illustrateur et par l'auteur. Donc voilà, ça existe, mais tous ne sont pas absolument excellents parce que justement, il y a des modes et donc il y a des personnes qui cherchent à s'engouffrer dans la mode sans regarder vraiment qu'est-ce qui prime chez nous dans la jeunesse. Pour moi, c'est l'enfant qui prime. L'adulte est un adulte et il doit pouvoir quand même parler aux enfants. S'il a besoin de béquilles, pourquoi pas, mais il faut que cette béquille soit vraiment intelligemment faite, avec finesse, pour que l'enfant ne se bloque pas et qu'il ne subisse pas des traumatismes supplémentaires, voire ceux qu'il ne pouvait même pas imaginer parce qu'il vit dans un milieu normal, mais on lui met entre les mains quelque chose qui concerne des problèmes d'adultes et qu'il doit gérer. C'est-à-dire que le monde est vraiment horrible. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que chez moi, on a des livres rigolos, ludiques, drôles, qui cherchent à les ouvrir aux autres, à les tirer vers les autres pour essayer d'échanger avec d'autres enfants, d'autres cultures. Voilà, s'amuser, parce que avant tout, on doit s'amuser. Si on ne s'amuse plus avec les livres, les enfants vont se détourner des livres. Et puis si on s'amuse pas enfant, effectivement, voilà, on ne s'amusera jamais. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est ma position à moi. Valérie, je ne sais pas, vous avez une idée là-dessus? Alors moi, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que effectivement, il peut être bien pour un parent, par exemple, de pouvoir prendre appui sur un livre pour aborder un sujet particulier. Mais moi, je suis d'accord avec toi, ça peut être que le prétexte. Voilà, on a un sujet particulier qu'on voudrait aborder avec un enfant parce qu'on rencontre ce problème dans sa vie, et ça doit être le prétexte à la discussion. Mais point, voilà, ça peut aider à engager un dialogue avec l'enfant sur tel ou tel problème qui a été rencontré dans son entourage. Le livre n'est pas la solution. Voilà, je pense que ça peut décoincer, voilà, ça peut permettre d'aborder le sujet. Mais ça ne remplace pas la parole de l'adulte direct, hein, comme tu l'as dit si justement, Dana. Et après, moi, je partage ton point de vue sur le point suivant, c'est que je crois que vraiment le livre jeunesse, pour moi, et je pense que tu es du même avis, c'est une ouverture vers l'imaginaire extraordinaire. Donc, cet enfant qui peut éventuellement être enferré dans des problèmes du quotidien assez sordides, enfin ça arrive à certains enfants, mais de grâce, laissons-le s'évader dans la littérature jeunesse. Alors, ponctuellement, je dis pas, hein, ça peut décoincer une situation, effectivement. Bon, d'ailleurs, il y a certains éditeurs que je citerai pas, mais qui se sont fait en quelque sorte une niche d'aborder des problèmes tabous un petit peu comme ça. Mais c'est un choix éditorial particulier, voilà. Et sinon, ça peut être des choses qui sont pas forcément graves, mais qui sont peut-être délicates, voilà, comme la sexualité. Aborder la sexualité avec les enfants,
les parents sont pas toujours à l'aise, c'est ça. Donc facile. Ça peut être un prétexte. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je reste convaincue que la littérature jeunesse, c'est une ouverture sur un ailleurs, sur plein de possibilités. Ça donne des perspectives aux enfants. Ça, voilà, c'est une ouverture à l'imaginaire vers plein de choses, vers des possibles. Donc ne pas les enferrer effectivement dans leur quotidien. Oui, ça c'est important. Je crois que... Et justement, à propos de livres, si on parle du livre aujourd'hui par rapport au monde de l'image, Nadia, qui n'a pas dit un mot depuis très longtemps, c'est sur elle que ça va tomber. Par exemple, ou n'importe qui, voilà, vous intervenez quand vous le voulez. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du livre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il est en danger par rapport à l'image? Est-ce qu'au contraire, et notamment peut-être avec le confinement, il y a un retour du livre, puisque bon, les librairies ont été remises à l'honneur? Moi, je pense pas qu'il y ait fondamentalement un problème avec le livre, parce que c'est quand même un secteur assez dynamique. On voit quand même que l'illustration, enfin, moi, je connais surtout mon secteur de la jeunesse, et c'est un secteur dynamique. Voilà, les parents, il y a quand même beaucoup de parents qui veulent continuer à ce qu'il existe un lien entre l'enfant et le livre, et qui poussent leurs enfants à lire. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui fréquentent les médiathèques pour amener régulièrement de la lecture aux enfants, et je pense que c'est bien. Après, ça peut toujours être mieux, mais je pense que c'est bien. Mais je pense que la petite enfance n'est pas spécialement un public à risque. Je crois que c'est plutôt dès que les enfants ont accès vraiment en autonomie aux réseaux sociaux et au téléphone, que là, effectivement, ils peuvent, à certains moments, se détourner de la lecture. Et encore, je ne me base que sur ma propre expérience, qui n'est donc que très relative, parce que c'est ce que je vois autour de moi. Mais quand je vois dans les librairies le nombre d'ouvrages pour adolescents qui sont publiés, depuis Harry Potter, quand même, il y a pléthore de romans pour ados. Il n'y a jamais eu dans l'histoire autant de livres qui ont été publiés. Et s'il y en a autant qui sont publiés, c'est qu'ils se vendent quand même. Oui, c'est qu'il y a des ados qui lisent, même si on ne les voit pas forcément toujours avec un livre à la main. Non, mais bon. Non, c'est vrai, mais après, je connais moins le secteur des ados. Mais ce qui, moi, me fait plaisir aussi, et que je remarque dans le monde de la jeunesse, c'est que même les adultes aujourd'hui, enfin, l'illustration, le livre jeunesse est apprécié aussi bien par les enfants que par les adultes. Et il y a un public de fans chez les adultes et souvent chez les femmes, hein, je dis ça. Ce que je vois, moi, à travers les réseaux sociaux, à travers les interactions que j'ai, c'est que il y a beaucoup de femmes de 18 à 30 ans, je dirais, 30-35 ans, qui sont des fans inconditionnels de littérature jeunesse, qui se passionnent pour des illustrateurs, pour des histoires, pour l'objet livre, qu'en font la pub sur leur propre compte Instagram et tout. Et ça, c'est nouveau, hein, quand même. Peut-être aussi parce que l'illustration, elle a également quand même bien évolué. Enfin, on fait peut-être plus ce qu'on faisait il y a 40 ans. Aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait. C'est quand même très beau. Enfin, les dessins que l'on voit là, enfin les vôtres en particulier, mais bon, on en voit d'autres, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a de la qualité, il y a de la beauté. C'est à la mode, l'illustration. Moi, je ressens vraiment ça. Je pense qu'il y a 15-20 ans, c'était pas pareil, quoi. Il y avait pas... Aujourd'hui, quand vous êtes illustrateur, c'est un truc, les gens, ils ont des papillons dans les yeux, quoi. Ça les fait vraiment rêver. Et il y a une culture de l'image aujourd'hui qui est très forte, avec, encore une fois, les réseaux sociaux, mais ça joue. Les gens se nourrissent beaucoup d'images. Ils sont à la recherche de ça. Ils aiment ça, quoi. Donc, moi, ça me fait plaisir. Et cet aspect-là, non, je vois bien que... Bon, ça, c'est une bonne chose. Ouais. Et alors, pour conclure, parce que bon, on va être obligé de conclure, parce qu'on arrive un petit peu en fin de temps, j'aimerais qu'on parle un petit peu des salons. Voilà, votre rapport avec les salons. Salon du livre, hein, je veux dire. Un salon, pas son canapé. Mais voilà, quelle est votre relation avec les salons? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un lieu d'échange, quelque chose d'indispensable? Je sais pas, Valérie, Danica, Nadia. Moi, je viens prendre la parole. Alors moi, j'adore les salons parce que en tant qu'auteur, c'est la rencontre, c'est l'aboutissement. C'est la rencontre avec son lecteur, avec ses lecteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors,
en particulier quand on rencontre les enfants, évidemment. Après, on a des rencontres très, très enrichissantes avec des adultes au sujet de nos livres jeunesse. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, moi, je me suis vue plusieurs fois être en train de dédicacer un livre et dire à la personne en face de moi, c'est pour qui? C'est pour votre fils, pour votre petit-fils? Non, c'est pour moi. Et du coup, j'arrête de poser la question parce qu'effectivement, il y a une certaine catégorie, en particulier de femmes, tu as raison, mais pas que, qui achètent des livres. Ben voilà, je crois qu'il y a une sorte de décloisonnement qui s'est opéré dans la littérature où il y a des adultes qui assument aujourd'hui d'acheter de la littérature de jeunesse pour leur propre plaisir et non plus pour le cadeau, pour l'enfant. Et je trouve ça très bien, en fait. Je trouve ça très bien, effectivement. Et dans les salons, vous les rencontrez en direct, en vrai. Donc le salon, je finis juste là-dessus. Le salon, moi, effectivement, j'adore parce que c'est cette rencontre avec l'auteur, avec le lecteur, entre collègues aussi, hein, bien entendu. Aussi. Et puis, dans la vie de l'auteur, en tout cas, une majorité d'entre nous, on a très souvent, on a une vie un peu entre guillemets bipolaire. On a des temps j'allais dire de confinement, mais le mot est à la mode. On a des temps où on est très enfermé à écrire dans un acte un peu solitaire d'écriture, et on a tous ces temps un peu plus sociaux où on rencontre les gens, où on rencontre les lecteurs. Et c'est la grande richesse de mon métier, moi je trouve, effectivement, d'alterner ce moment où je suis dans ma grotte et j'écris et il y a rien d'autre qui compte. Et puis voilà, le livre qui prend forme et les rencontres et le livre qui prend vie et qui va rencontrer les enfants dans les écoles ou ailleurs, dans les salons. Ouais. Donc pareil, salon pour vous, oui, lieu de plaisir. Parce que c'est la seule fois, en dehors des rencontres scolaires qu'on peut être amené à faire, mais c'est vraiment important d'avoir ce retour parce que je travaille pour les enfants. Alors c'est vrai que pour les adultes c'est pareil, je note exactement la même chose, mais les enfants c'est tellement important. Je travaille pour eux. J'essaye de me mettre à la page à chaque fois parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'il y a 10 ans. Et j'essaye toujours de leur fournir des choses qui vont les amuser. Et quand je vois le résultat, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, on est très isolés le reste du temps. On travaille, on est devant nos ordinateurs, on travaille, on discute entre adultes. Et là, c'est vraiment, là, on peut échanger avec les enfants. Et c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc, c'est très gratifiant. Oui, puis après, c'est une sorte de validation de notre travail. Aussi, oui. Ce sont les enfants, finalement, qui valident ce qu'on fait, quelque part. Et puis comment ça se passe, peut-être, la rencontre, justement, avec les enfants dans un salon? Parce que l'enfant, c'est assez cash, hein, donc... Je sais pas. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Le confinement est arrivé. Voilà, cette période depuis... Donc, mois et demi. Voilà, il vient de sortir. Et voilà, en plein confinement, donc on espère... Je manque de recul. Alors c'est peut-être Valérie que j'ai posé cette question juste sur la réaction des enfants, parce que l'enfance, ça n'est pas très consensuel. Hein. C'est j'aime pas, c'est beau, c'est pas beau. Exactement. Alors vous avez toutes sortes d'enfants. Moi, souvent devant les stands où je dédicace en salon, vous avez le gamin qui n'a pas entendu parler de moi ni de mes livres parce que j'ai pas une notoriété extraordinaire, mais qui est devant ce stand et qui me dit moi j'adore les souris, une histoire de souris, qui se focalise par exemple sur un thème, un personnage, la souris, l'ours, enfin voilà. Et manifestement cet enfant-là est dans une phase où en ce moment il achète que des livres d'ours ou que des livres de dinosaures. Enfin il y a ce phénomène-là dans la petite enfance, hein, on est d'accord. Oui, et après il y a un enfant qui pour une raison XY a entendu parler de mes livres. Qui dans une bibliothèque, qui dans sa classe, etc., chez un copain par exemple, et qui dit mais voilà, mais c'est la dame là, j'en ai entendu parler, c'est cette dame et c'est ce livre et je veux voir. Et là vous discutez avec lui et le gamin découvre souvent, les tout petits en tout cas, que ce n'est pas moi qui ai fabriqué l'objet livre. Moi j'ai juste créé le texte et à force de discussion, le petit qui dit mais c'est pas toi qui as écrit dans le texte. Ah, si, j'ai inventé l'histoire, mais je n'ai pas écrit. Là. Donc on découvre à quel point, quelle connaissance de la chaîne du livre peut avoir cet enfant-là. Oui. C'est extrêmement intéressant. Donc c'est utile finalement. Voilà. Plus les questions sur l'inspiration dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Souvent les enfants demandent mais comment ça se fait que tu aies écrit et pourquoi t'as pas écrit une histoire sur les girafes, les dinosaures, je sais pas quoi. Et c'est extrêmement riche. Hein. Oui, c'est extrêmement riche. Eh bien, c'est bien. Alors donc pour Nadia, ça ne sera pas encore cette année. Voilà, je te souhaite de connaître ça. Avec impatience. On espère, oui, que cela arrive très, très, très vite. En tout cas, je vais vous remercier grandement toutes les trois, parce qu'on a passé un chouette moment. On a un peu débordé sur le temps, mais bon, après, à un moment donné, on n'est plus à 3 minutes près. De toute façon, donc merci à toutes les trois. En revanche, ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il nous reste une petite vidéo à voir, si je ne me trompe pas, parce que là, j'ai tendance parfois à bugger un peu. Et il s'agit de Maëlys Limousino. C'est le livre d'images. C'est un livre d'images, en fait, voilà, que nous allons découvrir par le biais d'une vidéo, puisque Maëlys n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, on la découvre immédiatement. Bonjour à tous.
Je me présente, je m'appelle Maëlys Limousino, alias Lucky 8 Loque. Je suis née et j'ai grandi à Sadirac, et j'ai passé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de temps à la bibliothèque quand j'étais jeune. À l'occasion de ce salon du livre, j'ai le plaisir de vous présenter mon premier livre, Histoire de bestioles. À l'origine de ce petit livre d'images, il y a une histoire écrite par mon amie Lilia Beaulieu. Elle met en scène un petit chat trop chou qui s'appelle Bestiole. J'ai commencé à le dessiner en 2018 avec ce que j'avais de disponible sur mon bureau, crayon, stylo noir, stabilo bleu et jaune, et hop, le voilà en images et en couleur. Alors, je l'ai beaucoup dessiné depuis, il a grandi et s'est affirmé avec le temps, et puis en 2020, il m'a inspiré la réalisation d'un petit livre, Histoire de bestioles, bestioles au pluriel cette fois. Il s'agit d'un livre d'images exclusivement, zéro narration, zéro dialogue. Vous y trouverez des animaux qui se transforment sur 4 doubles pages pour ce premier tome. Je dis premier tome parce que le tome 2 est déjà en préparation. Et si vous aimez griffonner vous aussi, n'hésitez pas à compléter l'histoire à la fin, c'est fait pour. Vous pourrez vous procurer Histoire de bestioles tome 1 à la librairie Les Colibris à Créon, ou bien en écrivant à Amibissa à l'adresse mail association-amibissa@wanadoo.fr. Quant à moi, vous me trouverez en cherchant Lucky 8 Loque sur Instagram ou bien sur Facebook. À bientôt! Et bien voilà, ça se termine, on va faire la petite chanson, voilà, c'est fini. Donc c'est terminé pour cette série d'émissions, on a eu 4 émissions qui étaient, je l'espère en tout cas, passionnantes et que vous en avez retiré quelque chose d'intéressant, à défaut d'un vrai salon. On a pu au moins avoir une version numérique, le fameux mot à la mode 2.0. Dans tous les cas, merci d'avoir été là. On espère que vous avez été super nombreux, des milliards. Allez, on va dire que c'est international maintenant, le salon du livre et de la BD de Sadirac. Donc merci d'avoir été là. Merci aussi, je le redis à chaque fois, mais c'est hyper important, bien sûr à la mairie de Sadirac, aux équipes culture qui sont dynamiques, qui sont hyper sympas véritablement, la bibliothèque, on a passé justement de bons moments ici, confortablement installés, et l'accueil chaleureux de la bibliothèque. Et bien entendu, je vous le redis, vous retrouvez toutes ces vidéos sur le site de la mairie, sur YouTube également, et puis sur Akitélé pour l'émission Les mots se livrent. J'ai été ravie en tout cas de passer ces instants avec vous. Et puis souhaitons que nous puissions nous retrouver aussi dans des conditions peut-être différentes, mais pourquoi pas en joignant l'image, finalement c'était pas mal. Et merci mesdames d'avoir été là aujourd'hui aussi. Et à très bientôt, au revoir.